je vais vous proposer d'aborder deux derniers thèmes qui sont importants, qui sont la blockchain et peer-to-peer, enfin ça va ensemble d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de votre vision sur ce point, ce thème? Alors la blockchain, on en parle de plus en plus, et à juste titre, parce que ça va jouer un rôle fondamental dans les échanges en pair à pair, peer-to-peer, P2P, dans les années à venir. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'écosystème numérique dans lequel on est branché en permanence, les relations humaines, à la fois pour acheter, pour vendre, pour le plaisir, pour le loisir, pour le voyage, vont jouer un rôle de plus en plus important. Alors, cette fameuse blockchain, c'est quoi? D'abord, on sait ce que c'est qu'un tiers de confiance. Un tiers de confiance, c'est un avocat, c'est quelqu'un qui agit comme intermédiaire, en qui vous avez confiance dans une affaire complexe, avec un interlocuteur, une entreprise ou une personne. La blockchain, c'est une série de tiers de confiance numériques, qui sont transparents, mais encryptés. On ne peut pas les changer, mais on les voit. Et chacun les voit, et c'est parce qu'on les voit qu'on a confiance dans ce que les gens ont fait entre eux. Donc c'est une série de tiers de confiance numériques, encryptés, mais transparents. Et donc ça permet de réaliser des transactions, comme par exemple acheter un terrain, une maison, vendre un terrain ou vendre une maison, sans passer par les intermédiaires classiques. Bon, c'est un problème pour des professions comme les notaires ou les avocats, mais ça va exister de plus en plus, et même en politique. Donc la blockchain, il faut regarder attentivement qu'est-ce que ça représente. Elle va avoir un impact finalement dans toutes les dimensions de la société, quoi. La gouvernance, achat, vente, les transactions, loisirs, etc. Confiance, débat politique, les débats politiques dont on parle tellement. Tout ceci grâce à la blockchain. Tout le monde aura accès et ne pourra plus modifier à l'insu d'autres. Par exemple, déjà aux États-Unis, on peut se vendre de l'électricité en peer-to-peer grâce à la blockchain. Quand on produit par les énergies renouvelables plus d'électricité qu'on en consomme, il y a des quartiers entiers de New York, à Brooklyn par exemple, où les gens se vendent de l'électricité en confiance grâce à la blockchain. Avant le démarrage de cette interview, nous avons pris quelques temps pour échanger tous les deux, nous découvrir, nous connaître. Et vous m'avez parlé d'un très très beau projet que vous avez conduit avec l'île Maurice, dont vous êtes originaire d'ailleurs. Oui, effectivement, je suis originaire de l'île Maurice. Je suis parti à l'âge de 2 ans, j'y suis retourné beaucoup de fois. Le Premier ministre de l'île Maurice, dans les années, fin des années 70, début des années 80, m'a demandé de l'aider à penser au futur de l'île en ce fameux développement durable, dont on parle tellement, dont je parlais déjà dans le macroscope en 1975. Et effectivement, j'ai créé un projet qui s'appelait MID, Maurice Île Durable, une île de 1 500 000 habitants. Comment pourrait-elle être autonome en énergie, sans importer du charbon et du pétrole, avec le soleil, le vent, la biomasse, la canne à sucre, l'énergie des vagues éventuellement, ou la géothermie. Et donc j'ai lancé un projet qui petit à petit a été financé avec des projets gouvernementaux. Et c'est encore une vision systémique, c'est toujours mon approche, mon obsession de l'intégration, pas telle filière plutôt que telle autre, mais toutes les filières ensemble, et surtout la distribution de l'électricité ainsi produite par une grille intelligente qui remplace la grille de transfert de la centrale de production à l'utilisateur dans son compteur électrique, de mettre dans les réseaux de transfert d'électricité des systèmes intelligents qui permettent aux gens, maintenant avec le smartphone, d'adapter sa demande à l'offre et d'économiser l'énergie. Donc je continue dans ce projet. Le nouveau Premier ministre m'a demandé de l'aider à nouveau. C'est extraordinaire. Puis du coup, en fait, on voit qu'on peut créer beaucoup d'interdépendance entre tous ces systèmes. La participation des gens. Exactement. C'est une participation énergétique démocratique, ce que j'appelle la démocratie énergétique. C'est un exemple de nouvelle gouvernance, en fait, sur le terrain. Avec la participation de chacun sur un sujet précis, l'énergie, mais on peut l'avoir aussi sur l'éducation, on peut l'avoir aussi sur la santé, et donc les grands sujets du futur, qui sont l'environnement, la santé, l'éducation et le management de la complexité, on peut aider les gens à participer ensemble et à coopérer grâce au numérique et aux réseaux sociaux. Je suis revenu sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Je reviens beaucoup, j'étais très favorable aux réseaux sociaux au début. Maintenant, je suis de plus en plus critique. C'est seul ensemble. Et c'est cette notion de solitude et d'anonymat qui fait que les réseaux sociaux sont en train de devenir très pervers pour la démocratie. Et je pense que nous aurons besoin d'imaginer de nouvelles régulations. Bien sûr. On a cru, moi je me souviens qu'après le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin en 89, on a cru qu'avec l'arrivée d'Internet, on allait rentrer dans un monde pacifié, sans gouvernance, sans régulation, etc. Et en fait, je pense qu'on a surtout besoin d'inventer de nouvelles régulations. Absolument. Et ce qui est intéressant, je trouve qu'on ne fait pas assez, que vous faites finalement, c'est d'aller voir ce que nous expérimentons dans les organisations pour voir ce que nous pourrions transposer au niveau des sociétés et inversement. Est-ce que vous pourriez nous dire finalement, dans ces entreprises en pleine mutation, quelles sont les qualités du manager de demain? Les qualités du manager d'hier,
c'était programmation et contrôle, en gros. On programme le travail des gens avec la définition de fonction qui est liée au CDI. On contrôle que les gens effectuent, avec le temps qui passe dans l'entreprise, les fonctions on les paye pour les faire. Donc programmation et contrôle. Maintenant, c'est plus seulement ça, c'est plus seulement la vision en silo par la hiérarchie de l'entreprise, les murs de l'entreprise qui permettent de contrôler les gens. Maintenant, avec la mobilité, la désynchronisation du temps de travail et la délocalisation du travail, qui est liée à la mobilité de cet outil incroyable que nous avons dans nos poches, qui est un PC très puissant qui s'appelle le smartphone, grâce à ça, le management doit changer complètement. Donc de hiérarchique et pyramidal, il doit devenir un management du lien. Un management de la possibilité de donner aux gens la possibilité de créer ce que j'appelle moi une intelligence collaborative plutôt qu'une intelligence collective, qui est un jugement de valeur. L'intelligence collaborative, c'est en quelque sorte de catalyser, j'aime beaucoup ce terme qui vient de la biologie et de la chimie, mais je l'applique au management, catalyser, ça veut dire créer les conditions qui permettent aux gens d'exprimer ce qu'ils ont à faire à l'endroit où ils sont, en collaborant les uns avec les autres et créer l'intelligence collaborative. Donc le boulot du manager du monde numérique, c'est la catalyse. C'est étonnant de dire ça, parce que on parle à un chimiste ou à un biologiste. Mais la catalyse, c'est quoi? C'est de créer les conditions en ressources humaines, en ressources techniques, en ressources environnementales, qui permettent aux gens de régler les problèmes qui se posent à eux à l'endroit où ils sont, plutôt que d'attendre que les ordres viennent d'en haut. C'est intéressant, ça fait écho au partage que nous a fait Bertrand Ballarin, qui a conduit le programme de responsabilisation chez Michelin au niveau mondial, et qui a dit finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait deux choses. Alors moi j'aime bien rajouter une troisième, mais il disait finalement donner le pouvoir d'agir aux gens réellement, et leur permettre aussi de rendre compte, parce qu'on a aussi besoin de rendre compte, sinon on crée de l'irresponsabilité. J'aime bien rajouter aussi la capacité à chacun de pouvoir bâtir sa pensée, et effectivement, le manager de demain sera un manager qui sera plongé dans une beaucoup plus grande complexité que ce contrôle and command qu'on a. Oui, j'aime bien ce que vous rajoutez. Moi, j'en ajouterais un autre élément fondamental, c'est de pouvoir évaluer. Je crois que les grands problèmes de la société d'aujourd'hui, que ce soit politique ou entrepreneurial, c'est la décision collective et la capacité collective d'évaluer les résultats d'une décision collective. On ne sait pas faire. On a les sondages, on a le bulletin dans l'urne, on a les sondages du... Mais le qualitatif par rapport au quantitatif, c'est fondamental. Donc les grands sujets auxquels nous devons nous attaquer dans les années à venir, grâce peut-être aux réseaux sociaux, c'est la décision collective et la capacité d'évaluer nos décisions collectives. Donc ça, c'est un choix fondamental pour les entrepreneurs de demain, d'être capacité de le susciter, de le catalyser, comme je le disais, dans l'entreprise. Tout à fait. Et c'est infiniment plus enrichissant, nourrissant et porteur de croissance, je pense, pour l'humain, que le projet chinois d'observer le comportement de chaque individu. Notre sociétal, exactement. Vous dites que c'est beaucoup plus porteur pour l'avenir parce que ça crée la responsabilisation des gens face à la mission qu'on leur donne et la capacité de s'entraider par une forme de générosité et d'altruisme qu'on appelle le win-win pour être plus forts ensemble. Et l'antithèse exacte de ça, c'est ce que vous venez de mentionner, c'est la note sociale des Chinois, grâce à la reconnaissance des visages qui identifient chaque personne comme la carte d'identité, quand on marche dans la rue, quand on est dans une entreprise, quand on prend les transports en commun, et de donner aux gens une note sociale qui les suit toute leur vie, en fonction de ce qu'ils font de bien ou ce qu'ils font de mal.